Je m'appelle Rebecca Gray, je travaille à Epicentre. Et je voulais revenir juste sur deux choses que vous avez dites tout au début. Le premier, c'était sur les données, les bases de données. Donc, j'entends très bien la nécessité d'avoir les bases de données, de re-regarder si ce qui était publié ou ce qui était disponible est bien le cas. Mais je pense que, et ça, je ne pense pas que vous avez touché dessus, pour manque d'un meilleur mot, un peu la polémique sur la transparence. C'est-à-dire que pour moi, un protocole plus les analyses, plus le SAP, plus tout, c'est beaucoup plus important de l'avoir une base de données toute seule. Les boîtes, oui, mais je ne parle pas forcément à vous, mais à la salle. Et qu'il ne faut pas sous-estimer les gens qui le font, surtout sur les grosses pharma, sont assez malins. Et leur objectif, c'est de faire un essai clinique le plus propre possible, avec le moins de risques possible, comme vous avez soulevé. Donc, c'est juste de voir vos commentaires dessus, parce que je trouve que dans le public en général, il y a une grosse demande pour ces bases de données qui, en général, ne sont pas si intéressantes que ça, parce que les critères principaux, etc., ne sont pas donnés. La deuxième chose, je voulais juste revenir dessus, c'était cet aspect cher qui était, je pense, soulevé par Olaf et dans la discussion, et un peu par Ronnie, donc sur cette idée de combien ça coûte. Donc, je pense que c'est difficile d'avoir cette conversation, de ne pas parler des sources de financement, les exigences des gens qui financent, les sponsors, les boîtes pharma. Il y a non seulement les salaires des gens, donc parfois les essais cliniques coûtent cher parce que les gens ont les autres salaires. Et on ne parle pas, mais c'est le cas. Et un deuxième, beaucoup de financement, c'est en fait un financement dit compétitif, c'est-à-dire sur le nombre de patients enrôlés, les participants enrôlés. Il y a beaucoup des exigences sur la vitesse. Et donc, je pense que de toucher cette question de le rôle de le sponsor, le rôle de qui amène, une partie de ça, c'est de chercher les gens qui sont, pour un manque de meilleurs mots, je vais utiliser un gros mot, j'hésite. Je vais dire presque les scientifiques. C'est-à-dire, mon intérêt, c'est de l'avoir la réponse, peu importe qu'est-ce que la réponse c'est. Et pas de promouvoir un produit. Et pour ce faire, il faut que ces gens sont aussi dans une situation où ils sont de le moins influencés possible. Et je pense que c'est possible. Il y en a des gens qui le font comme ça. Et la dernière chose, c'était juste de reprendre à François Bompard. Donc, il y a quand même les journaux, François, qui, quand tu publies dessus, demandent le protocole, les analyses statistiques, la base de données, tout ça. C'est pas si mal encadré que ça. Et surtout, quand vous soumettrez en agence régulatoire, ça fait partie. Donc c'est pas inattendu. Merci. Alors, très précisément, l'accès dont je parlais, c'est les Clinical Study Reports. Hein. C'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire il y a eu tout un mouvement en Europe qui a eu un certain nombre d'effets pour obliger l'Agence européenne du médicament à pouvoir donner accès aux Clinical Study Reports sur les médicaments. Donc, pour l'instant, ça ne se fait pas, mais ça devrait se faire. Et c'est ça qui est en jeu, en fait, c'est de pouvoir vérifier plus près du patient. Hein, Clinical Study Report, c'est beaucoup plus près des données réelles chez le patient que la publication dans le Lancet. Hein. Donc, en lisant les Clinical Study Reports, on arrive... Enfin, le fait déjà que les firmes ou n'importe quel sponsor sache qu'un tiers va pouvoir accéder aux Clinical Study Reports, c'est censé avoir un effet positif pour éviter un certain nombre de fraudes ou... Enfin, oui, de fraude, essentiellement. Donc, voilà. Alors, après, pouvoir éplucher les Clinical Study Reports, c'est pas à la portée de tout le monde, et il y a peu d'équipes dans le monde qui le font, mais il y en a quand même qui le font, et il y en aura de plus en plus au fur et à mesure qu'on aura accès à ces Clinical Study Reports. En particulier, pour ceux qui connaissent la collaboration Cochrane, qui est la principale source de méta-analyse au niveau mondial,
dans cette collaboration Cochrane, il y a des équipes qui se sont spécialisées dans l'accès aux Clinical Study Reports pour aller vérifier, enfin montrer des discordances avec les publications des résultats. Après, les scientifiques intéressés purement par la science, oui, probablement ça existe, je ne sais pas, mais le système actuel des scientifiques de progression dans leur carrière font qu'ils ont des intérêts. C'est-à-dire, le scientifique, il est payé par quelqu'un et il est à un endroit particulier. Mais il y a des endroits où c'est quand même plus agréable de travailler pour un scientifique, plus confortable, plus rémunérateur. Il y a du prestige, il y a le fait d'être invité dans des conférences, d'être connu. Enfin, il y a quand même tout un tas d'intérêts qui sont humains et qui font que les chercheurs, ils vont essayer quand même s'ils s'intéressent vraiment au sujet, ils vont essayer d'être reconnus d'une façon ou d'une autre et de progresser. Ils ont intérêt à avoir plus de moyens pour pouvoir travailler sur un sujet qui les intéresse vraiment beaucoup scientifiquement. Hein, on sent bien là qu'il y a quand même toute une dynamique qui fait que ils ont des intérêts qui sont en fait d'autres intérêts sont venus se greffer sur leur intérêt scientifique et donc ils rentrent dans le système. En plus, actuellement, le système fait que ils sont obligés de publier. Hein, donc voilà. Mais on pourrait imaginer, et je crois qu'il y avait une université qui avait fait ça à un moment donné, c'est de ne pas s'intéresser à la longueur de la liste de la publication des titres des travaux, c'est de dire donnez-moi vos 7 meilleures publications. Voilà. Et ce serait quand même assez facile à mettre en œuvre, hein, on pourrait imaginer. Ça prendrait beaucoup moins de temps. Pourquoi une idée aussi simple n'est pas mise en pratique? Elle supprimerait tout d'un coup tout un tas de recherches qui ne sert à rien en fait. Il y a un gaspillage de recherche. Il y a le Lancet a publié des séries il y a 2 ans là-dessus pour démontrer qu'il y a le gaspillage en recherche. Il y a un gaspillage en recherche médicale en général, clinique en particulier, qui est invraisemblable. En France, on le voit juste avec la chloroquine, là, les dizaines d'essais qui ont été faits sur la chloroquine, c'est du gaspillage pur et simple. Et ce phénomène, il est très, très, très généralisé. Au lieu de se concentrer sur... Justement, si on avait une science plus ouverte, plus collaborative, alors que là, chacun mène son truc dans son coin, on aurait probablement, il y aura forcément d'autres défauts, hein, mais on éliminerait tout un tas de recherches qui ne servent à rien. Et si les universités et les hôpitaux disent donnez-moi vos 10 meilleurs publiés, le reste je m'en fous, forcément ça relèverait le niveau, hein, et puis ça éliminerait tout un tas de trucs qui ne servent à rien. J'ajouterais que la médecine, la santé n'est pas une exception, mais juste une modalité d'une règle générale. J'ai eu l'occasion de discuter avec des scientifiques de diverses disciplines, et ils disent la même chose, à peu près 90% dans une estimation conservatrice. Donc c'est pas dans une caricature, mais une estimation conservatrice. 90% des publications n'ont absolument aucun intérêt.